Et voilà, déjà, en ce moment, les playoffs touchent à leur fin, et pour la majorité des équipes NBA, il est déjà temps de penser à la saison prochaine. À l'heure actuelle, en effet, beaucoup de regards se portent sur la draft qui aura lieu le 26 juin prochain. Et ça, déjà, cette draft sur cette chaîne, j'en ai parlé, et pas qu'un peu, en évoquant les principaux prospects que jusque-là vous avez choisis sur Instagram. Pour commencer, on avait fait le trio de français, Zachary Rizaché, Alex Sarr et Tidjane Salin. Ensuite, vous avez voulu qu'on parle de Matas Bouzelis, puis de Bronny James, et de Nikola Topic dernièrement. Déjà, ça nous fait une belle brochette de noms intéressants, mais justement, des noms intéressants, il y en a encore un paquet d'autres pour cette cuvée à venir. Alors ouais, histoire d'en aborder un maximum avant la date fatidique, aujourd'hui, j'ai encore une fois décidé de repartir en mode Airball Project. Là, comme d'hab, sur le canal Insta, je vous ai proposé de choisir de qui vous vouliez qu'on parle, et encore une fois, vous avez été plus qu'unanime. Le cas Rob Dillingham semblait largement prioritaire. Et si vous, Rob Dillingham, ça ne vous va pas, go rejoindre le canal Instagram et faites-vous entendre pour la prochaine fois. Des prospects, je ne vais pas encore avoir le temps d'en aborder des masses avant la draft, alors c'est peut-être le dernier moment d'aller pousser votre favori. Go rejoindre et go voter sur les sondages qui ont lieu le lundi, généralement. Mais sinon, ouais, Rob Dillingham, c'est vrai qu'il y a un paquet de choses intéressantes à dire à son propos. Dillingham, déjà, pour les OG, on en avait parlé il y a un peu plus d'1 an sur la chaîne de Basket Info, autour du scandale de Kanye West et de la Donda Academy. Je vous ramène à cette vidéo si vous voulez tous les détails de cette histoire, qu'on va plutôt survoler aujourd'hui. Nous, même si évidemment on va parler de son parcours, on va plutôt se concentrer sur son jeu, c'est ce que j'aime bien faire dans mes Airball Project. On va donc parler de ses principaux points forts à Dillingham, mais aussi des principaux points qu'il faudra qu'il travaille à mon avis. Tout ça, ça nous permettra de le comparer à des joueurs NBA du présent ou du passé, et d'essayer d'imaginer dans quel type il pourrait le mieux fitter. L'idée, finalement, vous la connaissez, ce sera de sortir la boule de cristal et essayer d'imaginer un petit peu son avenir dans la grande ligue à Rob Dillingham. Et la grosse question qui se pose en ce moment en France, mais aussi aux États-Unis, c'est est-ce que Rob Dillingham pourrait être complémentaire de Victor Wembanyama à San Antonio? Cet angle-là, il me plaisait bien et c'est donc sous ce prisme que j'ai essayé d'orienter mon scouting report. Allez, nous sommes en 2024, l'année où enfin Rob Dillingham va pouvoir se présenter à la draft. Parce que ouais, alors qu'il est attendu depuis pas mal d'années, vous allez le voir, son parcours n'a pas toujours été des plus simples, notamment au lycée. Lui, il est né à Hickory, en Caroline du Nord, c'est aussi là-bas qu'il a grandi, et que rapidement il s'est imposé comme l'un des lycéens les plus prometteurs du pays. Cela lui permet d'être nommé MVP du championnat des Amériques U16 en 2021, avec une performance ultra marquante en finale. 31 points, 6 rebonds, 4 passes et 3 interceptions pour vaincre l'Argentine sur le score de 90 à 75. Fort de cette nouvelle réputation, pour son année junior, comme je l'évoquais plus tôt, il intègre la fameuse Donda Academy de Kanye West. Mauvaise idée, ce fut un gros échec, comme tout ce programme finalement. Après diverses controverses et des promesses non tenues qu'il pousse rapidement à quitter le navire, Dillingham arrive néanmoins à rebondir pour sa saison senior, en overtime elite. Là-bas, enfin, il avait l'occasion de vraiment progresser, et surtout de jouer au basket dans des conditions saines. Direct, pour son premier match, il pond une perf à 36 points pour montrer qui il est, avant de terminer sa saison avec 18 matchs joués, et des moyennes très correctes de plus de 16 points, 5 passes et 2 interceptions, cette même saison où les jumeaux Thompson, de leur côté, plaçaient leur empreinte sur cette ligue. Voilà de quoi se refaire une bonne petite réputation après le coup dur connu à cause de la Donda Academy. À ce moment-là, lors de l'été 2023, pas mal de gros programmes comme Memphis, LSU, USC ou Kansas lui font les yeux doux, et après avoir dans un premier temps accepté la bourse en provenance de NC State, Dillingham finalement fait volte-face pour rejoindre la NBA Factory de John Calipari à Kentucky. Là-bas, malgré tout le potentiel qu'il présente, on lui donne malgré tout un rôle en sortie de banc. Mais en fait, peu importe, ça lui va. Dans le costume de 6ème homme dynamiteur, il assure, lui qui en à peine 23 minutes de temps de jeu moyen est capable de tourner à plus de 15 points par match. Et même si collectivement les Wildcats réaliseront une saison décevante, Dillingham lui aura au moins l'occasion à plusieurs reprises de mettre bien en avant ses diverses qualités individuelles. Ouais, on parle d'un gars qui sort du banc, mais qui en février dernier était quand même capable de mettre 35 points dans la phase de Tennessee. En fin de saison, il obtient le trophée de meilleur 6ème homme de l'année de la conférence SEC, dont il est élu dans la seconde team. Pas mal quand même dans une saison freshman. Alors histoire d'en savoir un peu plus, on va étudier un petit peu plus précisément maintenant le profil de Rob Dillingham. Et déjà, précisons qu'il est bien entouré, vu qu'il est représenté par Clutch, l'agence de Rich Paul, et donc indirectement de LeBron James. Mais surtout, ce qui vient d'être officialisé récemment, ce sont ses dimensions de polypocket à l'échelle de la NBA. Mesuré à 1m83 sans chaussures, son envergure dépasse elle aussi à peine le 1m80, et lourd de ses 74 kg, définitivement, il appartient à la catégorie poids-plume. Maintenant, ce physique, ça ne l'a pas non plus empêché de faire de belles stats à la fac, avec de bonnes moyennes, et surtout d'excellents pourcentages.
pourcentage. Mais la grosse question à son propos, c'est est-ce qu'avec un tel corps, il pourra reproduire les mêmes choses au niveau NBA? Et je comprends que ça pose vraiment question et que ça soulève des doutes. Bon, après, 1m83, c'est la taille de certains joueurs sérieux, comme Chris Paul ou comme Fred VanVleet, mais soyons honnêtes, même au poste de meneur de jeu, les joueurs de cette taille qui performent en NBA en 2024 se font de plus en plus rares. Par exemple, selon les mesures les plus récentes, même un Trae Young est plus grand de 2 cm et affiche une envergure de 5 cm supérieure à celle de Dillingham. Et puis vous allez voir, il y a d'autres points qui m'interrogent encore concernant son physique, ou plutôt concernant son poste. On verra plus tard tout ça, on l'abordera avec plus de précision. Cependant, malgré ces doutes réels, ne vous en faites pas pour sa cote, car dans les mocks des différents spécialistes, toujours il apparaît très haut placé. Son range est d'ailleurs assez précis et selon toute vraisemblance, le nom de l'arrière de Kentucky devrait être appelé entre la 4e et la 10e place. Ce que je retiens en tout cas, c'est que pas mal d'analystes l'envisagent partir avec le choix 4, ou le choix 8. Pourquoi à votre avis? Eh bien tout simplement parce que ce sont les San Antonio Spurs qui détiennent ces deux pics, d'où l'angle de cette vidéo. Et vu que de son côté dernièrement il a annoncé à qui voulait l'entendre qu'il adorerait jouer aux Spurs pour former un duo explosif avec Wemby, c'est normal que Dillingham à San Antonio, on en parle pas mal en ce moment. Mais avant de voir si ça pourrait vraiment matcher entre les deux parties, étudions un petit peu son jeu à Rob Dillingham, à mon avis c'est la meilleure chose à faire pour commencer. Et direct, mais en même pas 2 secondes, tout de suite, dès qu'on le regarde jouer, Rob Dillingham, on se rend compte à quel point en ISO ou en termes de self-création, il est à l'aise. En 1 contre 1 au niveau NCAA, il dispose d'un premier pas complètement foudroyant, qui bien souvent lui permet de créer la séparation, pour ensuite prendre le dessus sur son adversaire. Grâce à son très bon dribble, il est capable de changer de direction en un éclair, pour poser les pieds exactement là où il souhaite les poser. Et puis, ensuite, au vu de ses qualités, c'est festival. Avec son toucher, il peut finir près du cercle, même sur des défenseurs plus grands que lui. Néanmoins, le jeu en pénétration est loin d'être la seule arme qu'il peut se vanter de posséder à son arsenal. La zone du midrange, il l'utilise là aussi très fréquemment, et Dillingham est tout à fait capable de planter ses appuis hors de la raquette pour planter un dagger. De plus, sur ses flotteurs, il dispose là encore d'une vraie finesse, qui lui donne l'occasion de trouver la cible avec des angles parfois complètement inattendus. Mais là en fait, où l'arrière je le trouve très fort, c'est dans sa capacité à manipuler la balle, et donc à manipuler les défenses grâce au pic de ses partenaires. En fait, il suffit de lui poser un écran, et derrière, avec le petit avantage que ça lui donne, il s'amuse, t'as l'impression qu'il peut faire ce qu'il veut. Cette aisance balle en main couplée à ce super premier pas, c'est sa force principale. Dillingham, c'est un joueur qui peut dribbler, puis tourner autour du pic, jusqu'à trouver la faille, et te rendre fou. Et si jamais en tant que défenseur tu anticipes trop la pose d'écran, là encore tu te feras fumer. Dillingham est un spécialiste pour feinter la prise de pic et partir de l'autre côté. Ah et puis j'en ai même pas parlé, mais il est aussi un joueur qui peut faire exactement la même chose derrière la ligne des 3 points. À 19 ans, il est déjà un shooter très fiable, et là encore, il n'est pas du genre à avoir besoin de grand chose pour trouver la position. Déjà encore une fois, de lui-même, grâce à ses dribbles, grâce à ses appuis, mais aussi grâce à son range et sa confiance très haute, il se trouvera tout un paquet de shoot longue distance, en pull-up. Il fait partie de ce genre de joueur hyper dur à attraper, et complètement épuisant à défendre nerveusement. Mais là, si tu lui poses un pic, limite, en tout cas au niveau NCAA, c'est déjà fini. Dillingham est vraiment un expert pour profiter des écrans, et sa force, c'est que derrière, au vu de ses qualités hyper variées en tant qu'attaquant, il est un arrière hyper imprévisible. Jamais tu ne sais à l'avance s'il va te shooter sur la tronche, s'il va partir à droite, prendre l'écran, te feinter, partir à gauche, s'arrêter à mi-distance pour un jump shot, ou alors marquer sous le cercle. Ouais, en 1 contre 1, Rob Dillingham est définitivement un attaquant inépuisable, et pour moi il est bien là sa principale qualité. Sauf que je serais bien incomplet si je ne développais pas un peu plus ce qu'il est capable de faire au niveau du shoot extérieur. En pull-up, on l'a vu, c'est un monstre, mais si tu le trouves en catch and shoot, pas de souci, le mec va assurer, encore et toujours. Qu'il dribble ou pas avant de déclencher son geste, peu importe. Rob Dillingham semble faire partie de ces jeunes joueurs très adroits naturellement, même si évidemment il devra confirmer ça l'an prochain, à la distance NBA. Sa mécanique est propre, une vraie mécanique de petit, avec un release très rapide et une très bonne courbe. Pas besoin de quoi que ce soit en plus pour lui, ça fonctionne. Cette saison à Kentucky, il a tourné à quasi 50% de réussite sur ses catch and shoot. Ces chiffres-là, et encore plus pour un joueur de 19 ans, on va pas se mentir, c'est complètement élite. J'adore là encore sa capacité à utiliser les intérieurs comme point de fixation, sur des situations de passe courte ou de main à main, que Dillingham gère avec beaucoup d'efficacité encore une fois. Ouais, franchement, on va pas en faire beaucoup plus là-dessus, ça se remarque très vite. En termes de scoring, en tout cas au niveau NCAA, Rob Dillingham a absolument tout ce qu'il faut pour être une véritable machine. Après, et heureusement à 19 ans, tout n'est pas encore absolument parfait dans le domaine. Souvent, même à la fac, on le voit forcer en pénétration, et même si c'est appréciable de voir qu'il n'a pas peur du contact, quel que soit le physique de son vis-à-vis, il peut lui arriver de connaître de très mauvaises séries de temps en temps sur certains matchs. Quand beaucoup de joueurs savent s'appuyer sur le jeu dans la raquette pour gagner en constance, Dillingham, malgré des qualités réelles dans le domaine, n'est pas encore une valeur sûre d'un match à l'autre. À lui, peut-être, dans des situations difficiles, d'apprendre à davantage varier son jeu, et davantage varier sa sélection de tir. Après, c'est compliqué de lui reprocher ça, parce que globalement, ses pourcentages restent bons, et au final, même face à des joueurs plus grands, souvent, de la main droite ou de la main gauche, sa créativité lui permet de prendre le dessus. Ceci dit, je pense que cette créativité mérite encore d'être canalisée, afin que Dillingham gère mieux certains temps faibles, par exemple. Puis à longue distance aussi, c'est pareil. Souvent, il lui arrive de prendre des shoots hyper précipités, qui vont complètement contre le cours du jeu, et bien sûr, ça aussi, il faudra le polir, pour éviter de faire des sueurs froides au coach NBA. Et même si dans le domaine, les failles sont flagrantes, encore une fois, pour Dillingham, j'ai pas envie de lui en vouloir tant que ça, tant en fait, tout ça
ça représente sa personnalité, l'essence même de son jeu. C'est ça le problème, ces shoots-là qui à la base te semblent complètement absurdes, bah bien souvent il les met. En fait au départ tu te dis que c'est n'importe quoi, mais à force de le voir jouer, tu te rends compte que ouais, Dillingham est un joueur qui possède une confiance énorme en ses qualités offensives. Au vu des exploits qu'il est capable de réaliser, finalement, peu importe la sélection de shoot, peu importe la constance, t'as envie de lui donner un maximum de liberté. Il est un joueur qui arrive en plus de ça à utiliser ses émotions de manière positive dans son jeu, et j'apprécie particulièrement ce genre de garçon. En fait, l'une de ses forces c'est d'apporter énormément d'énergie et de points en très peu de temps. Avec son premier pas, sa vitesse et ses départs foudroyants, Dillingham met constamment la plupart de ses défenseurs sur les talons. S'il se méfie trop du shoot extérieur, toujours l'arrière saura les punir dans la peinture. Vraiment, c'est un joueur électrique, je pense que c'est le meilleur terme pour le décrire, et justement, en sortie de banc, comme il était utilisé à Kentucky, on sait à quel point ce genre de profil peut être utile. Il est un spécialiste pour débloquer des situations délicates offensivement, dès son entrée sur le terrain, et ça pour les coachs, c'est forcément appréciable de disposer d'un joueur de ce profil. Et en plus de ça, Dillingham, même si sa spécialité, malgré les apparences, n'est pas qu'un scoreur, il est aussi très bon à la passe. Après, calmez-vous, on ne va pas parler du point god 3.0 non plus, il a des limites. N'empêche que dans le playmaking, les progrès qu'il a su montrer tout au long de la saison donnent l'occasion d'être optimiste. En fait, encore une fois, dans le secteur, sa vivacité et son handle représentent ses meilleurs atouts. Il sait très bien comment attirer les défenseurs à lui, fixer et créer le décalage. Son jeu en pénétration lui permet donc bien souvent de servir ses partenaires qui lui offriront des solutions de passe. Mais là encore, il ne se cantonne pas qu'à ça, et ce qui est appréciable avec Dillingham, c'est de voir comment il sait utiliser la passe à son avantage dans des situations variées. S'il faut servir le shooter démarqué, l'arrière le verra, sa vision de jeu est bonne, et même s'il faut aller attirer toute la défense sous le cercle pour ensuite kick-out, pas de problème, ça aussi Dillingham sait faire. Après, le truc qu'il ne faut vraiment pas oublier, c'est qu'avant tout, il est un gros scoreur dans le sang, c'est vraiment sa priorité quand il est sur le terrain. Ses instincts de passeur sont très bons, et quand il utilise la passe comme une option, très souvent ça porte ses fruits. Sa variété technique, en plus de ça, est assez impressionnante. Passer le ballon, il sait le faire, pas de doute, et de plein de façons en plus. Cependant, au vu de ses qualités démentes au scoring, très souvent, dans des situations où il a le choix, il privilégiera les points, et on peut le comprendre. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, de toute façon, c'est son style de jeu. Il est comme ça, Dillingham. Et puis on a beau dire, hein, c'est un bon passeur, certes, mais faut pas tout mélanger. Pour moi, c'est pas non plus un chef d'orchestre, un organisateur ou un floor général, comme vous voulez. Quand il est placé dans un rôle de meneur qui doit lancer les systèmes, faire circuler le ballon et servir ses coéquipiers, il n'est pas toujours à l'aise. Lors de certaines rencontres, les mauvais choix s'enchaînent, les pertes de balles aussi. Il est un joueur capable de commettre pas mal de déchets. Donc ouais, bien qu'il soit un bon passeur, je ne sais pas vraiment si dans mon équipe, j'aurais réellement envie de l'utiliser comme un meneur de jeu. Et je vous en parlais un petit peu en début de vidéo, justement, c'est le poste qu'il va occuper qui soulève le plus grand nombre de doutes chez moi. Clairement, vous avez dû vous en apercevoir depuis le début de cette vidéo, son jeu c'est beaucoup plus celui d'un poste 2 que celui d'un poste 1. Malgré tout le talent qu'il possède au scoring, je ne suis pas sûr que tu veuilles faire de lui le responsable principal des prises de décision offensives de ta team. Ok, dans ce rôle de combo guard sous-dimensionné, il a clairement réussi à faire ses preuves en NCAA, mais avec un tel physique, peut-il faire pareil en NBA? J'ai des doutes quand même, d'autant plus qu'on l'a évoqué plus tôt, même à la fac, il lui arrive de connaître de grosses phases de creux à la finition sous le cercle. Pour parler crûment à quel point ça peut faire bander en NBA en 2024 un petit combo guard d'à peine 1m83. Perso, j'ai pas l'impression qu'il y ait des tonnes de GM à qui ça puisse filer ne serait-ce qu'une demi-molle. Non, les combo guards sous-dimensionnés, ok, à une époque ça a été la mode, mais aujourd'hui j'ai l'impression que c'est plus vraiment sexy. Tu ne peux pas les faire jouer au poste 1, mais tu ne peux pas non plus les faire jouer au poste 2. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas défendre dans une NBA qui désormais demande d'être en mesure de tout switcher. Pour ça, je vais même pas leur en vouloir, c'est même pas de leur faute, quand tu pèses 74 kg, explique-moi comment tu vas faire une rotation sur un mec qui en pèse 100. C'est un des gros problèmes d'Atlanta avec Trae Young depuis des années en vrai ça. Et on va pas se mentir, jusque-là en défense, ce que j'ai vu chez Rob Dillingham, c'est particulièrement catastrophique. Pour lui, c'est très dur la plupart du temps d'être efficace sur l'homme, et bien souvent, l'attaquant en face de lui n'a aucun mal à le dépasser dès le premier pas. Mais parfois, ce n'est pas juste physique, Dillingham ne semble juste pas comprendre ce que fait son adversaire balle en main, ce qui évidemment ne lui laisse que très peu la possibilité d'anticiper. Et donc ouais, il faut être honnête, son impact défensif sur certaines actions, c'est purement dramatique. Après, là encore, je ne veux pas trop le pourrir non plus, ce serait malhonnête de ne pas reconnaître qu'il fait déjà ce qu'il peut avec ce qu'il a. La plupart du temps, bien qu'il soit bien au courant que ce ne soit pas sa spécialité, et même si ce n'est pas non plus quelque chose de constant, il montre de l'envie défensivement. Autant que faire se peut, il utilise son énergie et sa vitesse pour rester autant qu'il le peut devant son adversaire, et essayer autant que possible de le gêner. Ses mains actives lui permettent de faire quelques déflexions et quelques interceptions, tandis que sa tendance naturelle à plonger et à eux seuls lui permet là encore d'aller chercher quelques ballons. Tout ça c'est appréciable, ça va avec sa grosse quantité d'énergie, et c'est à mettre à son crédit. Ceci dit, est-ce que ça me rassure sur sa capacité à défendre grâce à ça au plus haut niveau? Pas du tout. En fait, si jamais Dillingham se montre trop pressant sur le porteur, il suffit d'un écran et c'est fini. Physiquement, l'arrière n'est juste pas capable de lutter suffisamment pour contourner les pics et revenir suffisamment dans les temps pour gêner son adversaire. Sachant qu'en plus de ça, tu ne peux pas le faire switcher, il peut alors devenir un excellent point à cibler par les adversaires sur pick and roll. Ça, en NBA, on sait à quel point ça peut être rédhibitoire. On
sait à quel point ça peut être une faiblesse pour une équipe, et voilà pourquoi je trouve ça inquiétant. Et franchement, même loin du ballon, c'est très dur pour Rob Dillingham. Là-dessus, ça se voit, il manque juste de QI, de connaissance du jeu, de fondamentaux. Ses placements sont très souvent aléatoires, il flotte un peu comme un robot, comme une âme perdue, il peine à prendre les bonnes décisions, et bien souvent, évidemment, il arrive en retard. Non, Rob Dillingham, avant d'imaginer qu'il pourrait être ne serait-ce qu'un joueur moyen ou correct en défense en NBA, il y a encore beaucoup de taf à faire. Après, si l'on fait un bilan concernant son jeu, pas de problème, il ressemble complètement au genre d'arrière qui sont sortis de Kentucky ces dernières années. Quand Tyrese Maxey ou encore Immanuel Quickley sont sortis de la fac la même année en 2020, beaucoup exprimaient les mêmes doutes les concernant. Au final, 4 ans après, les deux joueurs s'en sortent très bien, même si l'un mesure 1m88 et l'autre 1m90, soit 5 et 7 cm de plus que Dillingham. Mais le truc qui peut aller son avantage, c'est que pour moi, dans cette draft, tout de même, il y a quelque chose de clair. Si l'on cherche du talent pur au scoring, difficile de trouver mieux que Dillingham. Cependant, en contrepartie, il affiche des faiblesses qui, pour certaines teams, pourraient s'avérer plus que rédhibitoires. Il possède un profil unique, des qualités de dribble et de création assez folles, et même un toucher à la finition qui, s'il arrive à le transférer au niveau NBA, sera une vraie force. Mais le problème, il est là, sa défense. Et est-ce que je pense qu'il a le potentiel pour progresser dans le domaine? Pas vraiment. Voilà pourquoi je me dis que même dans le meilleur des mondes, je n'imagine pas, même à terme, Rob Dillingham devenir un jour titulaire en NBA. John Calipari en a fait un 6e homme la saison dernière, et c'était très bien comme ça, c'est un costume qui collait parfaitement à son profil de dynamiteur. Et puis, même si c'est toujours un plus d'avoir un 6e homme qui défend, généralement ce n'est pas non plus la mission principale que tu lui demandes. Je me dis donc que c'est le rôle qu'il faut tenter de lui donner en NBA. Au vu des qualités uniques qu'il affiche offensivement, ce serait quand même dommage de ne pas lui donner l'occasion de briller dans un costume qui au final semble taillé pour lui. Après ok, je comprends très bien le facteur risque avec lui, au vu de sa défense, et je conçois totalement qu'on n'aille pas le chercher à la draft avec un pick du top 5. Moi-même je ne le ferai pas. Par contre après, vas-y, let's go, il est un mec qui peut déjà super bien gérer le pick and roll, qui possède une énergie contagieuse, qui a un vrai sens du cercle en plus de ça, mais qui surtout est capable de scorer de partout, de plein de façons, avec beaucoup d'adresse et de confiance. Avec ses qualités, je me dis qu'en sortie de banc, il pourrait sauver ma team de plein de situations délicates, et je me dis qu'il y a quelque chose à essayer. Je veux bien ne jamais l'imaginer titulaire, mais je me dis que ça reste une vraie richesse si ça réussit d'avoir un mec de son profil en sortie de banc. La vraie question à laquelle il devra savoir répondre, c'est est-ce que mesurer 1m83 est vraiment si rédhibitoire en NBA en 2024 quand on possède un tel talent offensif? En fait, pour les comparaisons, j'ai essayé de réfléchir à quelques joueurs actuels, et dans le jeu, j'ai pensé à des gars comme Quickley et Maxey, bien sûr, on en a déjà parlé, mais aussi Colin Sexton, Bones Hyland, voire même Cam Thomas. Le souci, c'est que beaucoup d'entre eux souffrent déjà du même complexe du combo guard, en mode des postes 2 dans des corps de poste 1. Et pourtant, dites-vous que tout cela mesure déjà entre 1m88 et 1m93, soit entre 5 et 10 cm de plus que Dillingham. Pour retrouver des arrière-scoreurs dominants de la même taille, il faut remonter à l'époque de joueurs comme Allen Iverson ou Brandon Jennings. Pourquoi pas, hein, mais on l'a déjà dit, le jeu a changé depuis les années 2010, et les attentes défensives ne sont plus les mêmes pour les arrières. En fait, ce qui m'inquiète, c'est que dans un profil similaire, Kemba Walker à 1m85 s'est peu à peu vu boycotté par la NBA ces dernières années, tout simplement parce que malgré tout le talent offensif dont il disposait, sa défense ne lui permettait pas de rester sur le terrain. Et là, dernièrement, il s'est même fait peu à peu écarter de Monaco, c'est triste. Mais bon, peut-on vraiment comparer un Kemba Walker trentenaire qui a déjà vécu beaucoup de choses et un Rob Dillingham de 19 ans qui a l'écro? Non, pas vraiment non plus. C'est pas la même envie, pas la même énergie, pas la même ambition. Tout ça pour dire que Dillingham, il possède un talent unique, et malgré les failles potentiellement rédhibitoires qu'il affiche dans son jeu, à mon sens, ça mérite au moins d'être testé en NBA. Et évidemment, pour que ce soit testé de la meilleure façon possible, il faut le faire dans les bonnes conditions, dans le bon rôle et dans la bonne équipe. Et évidemment, vous vous en rappelez, c'est l'angle de cette vidéo, alors on va essayer de voir ce que ça pourrait donner un Rob Dillingham aux Spurs. Vous allez me dire que si j'admets que c'est un bon fit, ça va aller à l'encontre de ce que j'ai dit il y a 2 semaines concernant Nikola Topic. Vous irez voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, mais pour moi, son profil d'organisateur au poste 1 fit parfaitement avec le jeu de Wemby sur pick and roll. Sa blessure au genou peut inquiéter, certes, mais je ne m'en fais pas trop, ça reste une entorse au genou, sur laquelle il a trop forcé, en revenant plus tôt que prévu et se donner l'occasion de participer au final de la Ligue Adriatique. Une entorse au genou avec une bonne rééduque et un temps de repos suffisant surtout, et encore plus à 19 ans, normalement on s'en remet très bien. Si les Spurs sont suffisamment confiants concernant la santé de Topic, je les vois mal faire l'impasse avec leur choix numéro 4. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'il faut complètement oublier l'idée de Rob Dillingham aux Spurs vu que j'y emmène déjà un meneur avec Nikola Topic? Absolument pas. Les Spurs feront ce qu'ils veulent de leur choix 4, ils peuvent même aller chercher un ailier, et je pense que Topic ou non, de toute façon, ce n'est pas un problème. Ils peuvent quand même aller chercher Dillingham avec leur choix 8. Le choix 4, ça me semble un petit peu trop risqué pour ce genre de profil, mais si c'est encore dispo, avec le choix 8, en avant, faut y aller je me dis. Maintenant, vous allez me dire, quel serait l'intérêt de drafter 2 meneurs avec des pics si rapprochés? Faudrait pas reproduire l'erreur des Wolves 2009, qui dans une autre cuvée remplie de meneurs avaient choisi Ricky Rubio et Johnny Flynn, avant Stephen Curry ou Drew Holiday par exemple. Les pauvres, on se moque encore d'eux pour ça 15 ans après.
Surtout que Topic et Dillingham, on va pas se mentir, ce sont deux profils à risque, et pourtant j'aime tout de même bien l'idée de prendre les deux. La solution de facilité pourrait être de dire s'il y en a un qui flop, bah t'as l'autre, et au final, en prenant les deux, les Spurs pourraient finalement s'assurer d'avoir au moins un meneur de qualité pour le futur. Sauf que perso, j'aimerais bien aller au-delà de ça, parce qu'en fait, ok, Topic lui, j'aimerais en faire mon meneur titulaire, mais si je draft Dillingham par contre, ce n'est pas pour en faire mon starter, et encore moins mon meneur de jeu. Lui, si je veux l'utiliser, c'est pour une grosse vingtaine de minutes par match, en sortie de banc, histoire qu'il mette le feu sur les passages où il est sur le terrain. Je sais que pendant ces périodes, je vais sacrifier ma défense, mais c'est le jeu. Puis je me dis qu'avec des profils comme Jeremy Sohan et Victor Wembanyama, spécialistes dans le domaine, d'autres pièces pourront tenter de compenser les faiblesses de Dillingham. À l'heure actuelle, dans ce roster de San Antonio, il y a finalement déjà pas mal de monde sur les postes extérieurs ou sur les ailes. Devin Vassell, Jeremy Sohan et Keldon Johnson, ça prend quelques minutes s'il n'y a pas de trade les concernant. Les manques principaux, c'est sur les postes 1 et 2 pour filer un coup de main à Trey Jones et Malachi Branham. Topic et Dillingham apporteraient deux nouveaux profils hyper talentueux et surtout très différents de ce qu'il y a déjà. En ajoutant ces deux joueurs, j'aime que Popovich puisse d'un coup disposer d'énormément d'options prometteuses sur les postes arrière. Imaginez un développement commun et une concurrence saine entre ces différents profils, ces différents prospects pourrait être une histoire super cool. Quand l'équipe décidera plus tard dans quelques années d'être compétitive, il suffira de voir qui conserver et qui envoyer ailleurs dans un objectif de victoire. C'est toujours bien d'avoir plusieurs options et de se donner l'opportunité de les multiplier. Et Topic et Dillingham, au moins sur le papier, avec les pics 4 et 8, me semblent vraiment pouvoir être de bonnes options. Mais bref, on s'égare, revenons plus principalement à Rob Dillingham, vu qu'il reste le sujet principal de notre vidéo d'aujourd'hui. Et c'est vrai que quand l'on regarde son profil, très porté sur l'ISO, il n'est pas le genre de joueur auquel les Spurs ont donné l'habitude de s'intéresser. Ceci dit, cette franchise sait également reconnaître le talent, et l'arrière de Kentucky en déborde. Imaginez à quel point son adresse extérieure sur des coups de chaud pourrait ouvrir des solutions à Victor, et même vice versa, j'adore. Ben ouais, au vu de la gravité qu'engendre Wemby, des positions de shoot à San Antonio, il devrait en avoir Dillingham. Puis je kiffe, si tu veux poser l'attaque et avoir un bon playmaker avec un super QI basket, t'as Nikola Topic. Si tu veux un dynamiteur, t'as Dillingham. Si tu veux un petit peu d'XP, t'as Trey Jones. Et puis si t'as des blessés, t'as toujours Malachi Branham. Dans une équipe en développement comme les Spurs, je pense que tu peux tout à fait faire croquer tout le monde. Et franchement, l'idée de partir à nouveau en mode laboratoire en année 2, en testant différents types de profils d'arrière autour de Wemby, je la trouve pas incohérente. Le gamin n'a qu'une seule envie, aller à San Antonio. Alors donnez-lui sa chance. Bien utilisé, en sortie de banc, j'y tiens, je suis persuadé qu'il peut très vite montrer son talent. Moi qui ai grandi avec Iverson, j'ai forcément envie de voir ce genre de joueur à l'œuvre en NBA, aujourd'hui en 2024, dans un contexte favorable. J'ai vu que ça parlait également des Pistons ou des Wizards à droite à gauche, et why not, hein, mais pour Dillingham, je ne vois pas un contexte plus favorable que celui des Spurs. Tu le laisses quelques minutes, sans pression, tu le laisses libre, tu le laisses prendre ses responsabilités, et tu vois ce que ça donne. Le garçon a un tel talent, une telle confiance en lui, une telle créativité que je suis persuadé que ça peut amener vers des bonnes choses. Après, si on parle d'avenir, oui, il y a un monde où Rob Dillingham n'arrive jamais à faire sa place en NBA, trop handicapé, trop limité par son physique et son manque d'outils défensifs. En revanche, je suis persuadé que si dès ses premières années, il montre qu'au niveau NBA aussi, il est capable d'entrer en jeu et de changer en quelques secondes le rythme d'un match, oui, il aura sa chance. Maintenant, je vais être franc. Pour moi, ces limites l'empêcheront constamment d'être un jour un titulaire solide un jour en NBA. Cependant, pourquoi ne pas l'imaginer se construire une belle petite carrière en tant que 6e homme? Je trouve qu'il en a les moyens et San Antonio me paraît représenter l'endroit idéal pour ça.